Bonjour à tous, je suis le docteur Karam de l'hôpital européen Georges Pompidou. Je suis actuellement à l'ACC et je suis avec le professeur Gabriel Steg de Bichat. On voulait faire un petit tour un petit peu des grandes études qui sont sorties à l'ACC. C'est un programme assez chargé, vous serez bien d'accord avec moi? Oui, oui, en fait, indépendamment du Covid et de la participation physique ou à distance, les late breakers restent des sessions chargées dans ces grands congrès et il y a toujours des résultats importants et il y a des choses vraiment intéressantes et assez provocantes qui ont été présentées déjà dans les 2 premiers jours du congrès. Oui, c'est ça. Bon, alors on va faire un petit tour. Peut-être qu'on va commencer par l'étude POISE 3. Oui, POISE 3, c'est une étude qui s'intéresse à l'utilisation de l'acide tranexamique pour éviter les saignements ou pour réduire les saignements en chirurgie non cardiaque. Alors c'est un problème parce que le saignement, tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé, et notamment la santé des patients vasculaires ou des patients cardiaques. On aimerait bien faire tout ce qu'on peut pour réduire le saignement, d'autant que beaucoup de patients maintenant sont sous des traitements antithrombotiques qui exacerbent le risque hémorragique, que ce soit des antiplaquettaires ou des anticoagulants, voire la combinaison des deux. Et on n'a pas vraiment de médicaments qui soient validés pour essayer de réduire les saignements, même si on avait l'espoir que des médicaments comme l'acide tranexamique puissent avoir un effet anti-hémorragique. Le problème, c'est que des études observationnelles ont suggéré que cet effet de limitation du saignement pouvait être accompagné d'une augmentation du risque cardiaque, d'accident cardiaque aigu thrombotique substantiel. Et du coup, ça méritait d'être testé. Et le docteur Devro à l'université McMaster, qui s'intéresse depuis longtemps aux complications cardiovasculaires de la chirurgie non cardiaque et de la chirurgie cardiaque, a monté une grande étude qui s'appelle POISE 3 et qui est un essai randomisé qui vise à tester l'acide tranexamique comparé au placebo pour réduire le risque hémorragique et en même temps tester si c'est sûr en termes de risque cardiovasculaire, avec une partie de supériorité pour réduire le risque hémorragique et une partie de non-infériorité sur les événements ischémiques. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude montre que ça réduit indiscutablement et de façon très claire le risque de saignement, entre 25 et 30 voire plus de réduction des saignements majeurs, mineurs, du risque de transfusion, de culot globulaire, etc. Donc un effet extrêmement net. Et par contre, il ne semble pas y avoir de surrisque d'événements ischémiques, mais la non-infériorité n'est pas validée statistiquement. Et donc, il persiste méthodologiquement une petite limite, même si quand on regarde les taux, on est quand même rassuré parce qu'il ne semble pas y avoir du tout d'excès de risque ischémique, mais il n'y a pas suffisamment d'événements pour conclure à la non-infériorité, et donc il y a encore un petit bémol. Néanmoins, je pense que dans le contexte actuel où on veut absolument réduire le risque de saignement, au moins pour les patients au risque de saignement péropératoire, on a maintenant un traitement qui a été bien étudié, à défaut d'avoir été totalement validé sur le plan méthodologique. Il est suffisamment validé suffisamment étudié pour qu'on puisse le proposer à certains patients à haut risque de saignement. Je crois que c'est une avancée réelle dans la prise en charge de ces patients. Et effectivement, ça a l'air d'être une sacrée promesse, même si en pratique, comme vous dites très bien, on manque encore un petit peu de données, mais au moins c'est une première piste. Dans les autres sujets adressés, il y a enfin les femmes enceintes qui s'invitent un petit peu, donc des nouveautés chez elles avec l'étude CHAP, c'est ça? Oui, alors le traitement de l'hypertension de la femme enceinte, c'est un sujet difficile et Oui. on a très peu d'études. Les études qu'on a sont souvent anciennes et avec beaucoup de craintes et de préjugés. On a peur de nuire à la femme enceinte en traitant l'hypertension, on a peur de nuire au fœtus, de mettre en danger la croissance fœtale, on a peur des effets secondaires et il y a très très peu de données, a fortiori peu de données chez les sujets afro-américains qui constituent aux États-Unis un groupe important à haut risque de complications hypertensives de la grossesse. Et les collègues de l'université de l'Alabama à Birmingham ont monté un essai randomisé qui s'appelle CHAP, comparant le traitement à pas de traitement chez des femmes enceintes à haut risque, avec notamment une proportion importante de sujets afro-américains ou latinos. Une majorité de femmes, la moitié des femmes étaient afro-américaines et 20-25% étaient latinos, ce qui fait que la proportion de minorité était substantielle dans cette étude et c'est important pour la pertinence de l'étude aux États-Unis. Et l'étude montre deux choses. Elle montre que le traitement de l'hypertension de la femme enceinte est efficace et réduit les complications hypertensives de la grossesse de façon très substantielle, notamment et essentiellement la prééclampsie ou la naissance prématurée. Donc c'est important, sans mettre en danger
la croissance fœtale et sans conséquences délétères pour la mère ou pour l'enfant. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment une étude qui va absolument être une étude clé, qui va changer les pratiques et qui nous donne enfin des données solides pour traiter ces femmes qui restent à risque de complications très élevé. Le taux de prééclampsie est de plus de 20%, presque 25% dans cette population. Donc, c'est vraiment un progrès, à mon sens, tout à fait décisif et il faut les féliciter d'avoir mené cet essai randomisé. Effectivement, pas facile de faire des études randomisées chez les femmes enceintes avec tous les problèmes éthiques et les problèmes, enfin, pour encourager les femmes aussi à rentrer dans ces études, c'est pas évident. Effectivement, ça peut aussi être une étude qui va changer notre prise en charge. On passe à l'infarctus avec Pacman. Oui, alors, Pacman, c'est une étude qui s'intéresse à la question du traitement par inhibiteur de PCSK9 précocement à la phase aiguë de l'infarctus. Et une étude qui a été menée par Lorenz Raber et des collègues suisses, qui est un essai randomisé de traitement précoce avec évaluation de la plaque par imagerie endocoronaire, avec une imagerie assez sophistiquée, puisqu'il y a à la fois de l'échographie endocoronaire, de l'OCT, la tomographie par cohérence optique, et de la spectroscopie dans le proche infrarouge, le NIRS, Near Infrared Spectroscopy, étudiée de façon sériée au début du traitement et à 12 mois dans un essai randomisé double aveugle. Et ce que regardait l'étude, c'était la progression ou la régression de la plaque, le pourcentage d'obstruction de la plaque en volume, et de façon peu surprenante, même par rapport à un traitement intensif par statine et ézetimibe, le fait de rajouter un inhibiteur de PCSK9 diminue la croissance de la plaque et même peut tendre à la faire régresser. La qualité de la plaque est également modifiée, avec moins de plaques vulnérables, et la tolérance du traitement est tout à fait excellente. Et donc, on a là quelque chose sur le plan mécanistique qui est tout à fait intéressant, qui est complémentaire de ce qu'avait montré à la fois l'étude Glagoff, qui était une étude d'imagerie endocoronaire avec l'évolucumab chez des patients stables, et surtout complémentaire des études cliniques en post-infarctus, notamment Odyssey Outcomes avec la lirocumab post-SCA, et Fourier chez des patients stabilisés avec de l'athérothrombose. Et donc maintenant, on a, si je puis dire, une histoire complète avec la prévention des événements cardiovasculaires, la stabilisation et le ralentissement de la progression, voire la régression des plaques d'athérome, la modification qualitative des plaques d'athérome, et plus on commence tôt, mieux c'est. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment une étude importante et j'espère que ça permettra d'aider à l'initiation plus précoce des traitements pour faire bénéficier un maximum de patients de ce traitement et surtout traiter les événements précoces dont le risque est plus important que les événements tardifs, évidemment. Effectivement. Et donc, si on reste dans les nouvelles molécules et on passe à l'étude Pacifique. Dans l'étude Pacifique, c'est une étude de phase 2. Je ne vais pas rentrer dans le détail méthodologique. C'est une étude qui s'intéresse à un médicament oral antifacteur 11. L'idée des antifacteurs 11, c'est d'avoir des anticoagulants oraux aussi confortables à utiliser que les NOAC ou les DOAC, mais qui seraient peut-être plus sûrs parce qu'en inhibant la phase contact et non pas la phase indirecte de la coagulation, il permettrait d'éviter la thrombose en préservant l'hémostase, pour simplifier. Et de fait, on a toute une série de données précliniques, génétiques, biologiques qui suggèrent que l'inhibition du facteur 11 pourrait permettre d'éviter la formation de caillots sans mettre en danger le risque hémorragique, avec peut-être une tolérance hémorragique et de saignement qui soit meilleure. Et cette étude de phase 2 s'intéresse chez des patients qui ont de la fibrillation atriale, une comparaison entre l'apixaban, donc un anticoagulant oral de référence, et ce nouveau médicament, l'asundexian, qui est donc un antifacteur 11 oral, pour voir si ce médicament serait aussi efficace et s'il ne ferait pas plus saigner, voire même moins saigner que l'apixaban. Alors, comme c'est une étude de phase 2, les effectifs sont petits. On a l'impression qu'effectivement la tolérance en termes hémorragiques est tout à fait excellente. Ça fait moins saigner que l'apixaban. En termes d'efficacité sur les événements thrombotiques, il y a trop peu d'événements pour qu'on puisse conclure. Et en termes d'inhibition de l'hémostase, on obtient l'inhibition des molécules cibles. Et donc ça, c'est un élément tout à fait intéressant qui ouvre la voie à de grandes études de phase 3 dans cette indication. Donc, on pense qu'on a peut-être là une classe de médicaments, et celui-ci est un des 2 médicaments oraux qui émergent, qui pourraient être de nouveaux anticoagulants oraux, au moins aussi efficaces et peut-être substantiellement plus sûrs, avec une réduction claire du risque hémorragique par rapport aux anticoagulants oraux directs. Et ce serait, si c'est confirmé par les études de phase 3 qui vont débuter, un progrès très substantiel pour le grand nombre de patients qui reçoivent ces médicaments.
Bon, merci pour cette récapitulation. Et donc, je pense que pour finir, on ne peut pas passer à côté de l'étude Sodium HF quand même, un peu Oui, surprenant. oui, Sodium HF, c'est une étude provocante et très intéressante. Justin Ezekowitz et ses collègues de l'Université d'Edmonton dans l'Alberta au Canada on se sont posé la question de est-ce qu'on a des preuves solides du bénéfice du régime sans sel chez l'insuffisant cardiaque. Alors, on va dire que c'est quand même provocant parce que ça fait plus d'un siècle qu'on met les Oui. insuffisants cardiaques au régime sans sel et on était tous convaincus que c'était bénéfique. Ils ont fait un essai randomisé entre, alors c'est pas régime sans sel versus pas de régime sans sel, c'est usual care, donc traitement habituel versus régime sans sel, qui n'est pas un régime très strict. Et évidemment, on peut les critiquer sur un contraste peut-être assez modeste entre les deux bras de traitement et de fait, cet essai randomisé observe que la natriurèse et la consommation sodée, donc déduite de la natriurèse, ne sont pas si différentes que ça entre les deux bras. Du coup, quand on regarde le pronostic, il n'y a pas de différence sur le pronostic, et donc on pourrait dire que le régime sans sel ne sert à rien. Néanmoins, quand on regarde les indices de performance physique, de qualité de vie, d'activité physique, ils sont tous en faveur du bras qui a eu le régime sans sel, et donc on peut se dire peut-être que l'étude a manqué un peu de puissance et d'un peu de contraste entre les bras. Mais en tout cas, ça va faire beaucoup discuter, je pense, dans le monde de l'insuffisance cardiaque sur les bénéfices et la tolérance éventuelle du régime sans sel, et est-ce qu'il faut imposer un régime sans sel strict? Est-ce qu'il faut imposer un régime sans sel long ou est-ce qu'il faut tout simplement augmenter la dose de diurétique et laisser les gens manger ce qu'ils veulent? Je pense que c'est surtout une étude qui va faire beaucoup de plaisir à nos patients, en tout cas, si ça se confirme. Voilà, bon, merci en tout cas pour cette petite revue. On a l'impression quand même qu'il y a eu, on n'est qu'au deuxième jour, on a déjà plein d'études qui sont sorties, qui sont très prometteuses, qui risquent de changer notre prise en charge quand même. Bah, merci beaucoup. Merci aux gens qui ont Merci. assisté. Une bonne journée.